Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui vous vole vos nuits, mais ce que vous faites en pensant bien faire, qu'un simple geste anodin avant de dormir pourrait vous mener tout droit à l'hôpital, ou pire, ne jamais vous réveiller. Je suis médecin. Et ce n'est qu'en quittant le monde hospitalier, après plus de 40 années de pratique, que j'ai compris l'ampleur de ce que j'avais manqué. Je pensais avoir tout vu. Des infarctus fulgurants, des AVC silencieux, des comas inexpliqués. J'ai tenu la main de patients que j'aimais profondément. J'ai annoncé des diagnostics qui brisent les familles. Mais ce n'est qu'en devenant un vieil homme moi-même, seul dans ma maison de campagne, que j'ai découvert un autre mal. Plus discret, plus lent, plus cruel. Il s'installe la nuit, sans bruit, sans douleur, sans alarme. Et pourtant, il vole tout. La mémoire, l'énergie, l'élan vital. Ce mal, c'est le sommeil abîmé. Pas simplement l'insomnie, mais ce sommeil morcelé, léger, artificiel, ce sommeil moderne que nous croyons suffisant et qui pourtant nous détruit. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je ne l'ai pas appris dans les livres. Je l'ai vécu, dans ma propre chair. Et je vous en supplie, ne pensez pas que cela ne vous concerne pas. Car si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, allongé dans le lit, avec l'écran à quelques centimètres de votre visage, alors vous êtes déjà en danger. Pendant des années, j'ai dormi avec mon téléphone à portée de main, comme tout le monde, pour voir l'heure, pour recevoir un appel de mes enfants, pour écouter un peu de musique douce. Et puis j'ai commencé à oublier des choses simples, des prénoms, des rendez-vous. Je me suis mis à me réveiller fatigué, à entendre mon cœur cogner la nuit, à devenir irritable. J'ai mis ça sur le compte de l'âge. Mais c'était faux. Le véritable coupable était là, juste à côté de moi. Mon téléphone, silencieux, éteint parfois, mais toujours allumé intérieurement, toujours en veille, toujours en train d'émettre. La lumière bleue que vous croyez anodine, elle bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Sans elle, le cerveau ne plonge jamais dans le sommeil profond. Il surfe à la surface, il somnole. Il ne se reconstruit plus. Et les ondes électromagnétiques? J'en ai souri pendant des années, jusqu'à ce que je lise des études solides, sérieuses, publiées en France, aux États-Unis, en Suède. Elles montrent une augmentation de 30 à 40% des troubles du rythme cardiaque, de la mémoire, de l'hypertension chez les personnes âgées qui dorment à moins d'un mètre d'un téléphone en veille. Mais ce n'est pas tout. Le vrai problème, c'est ce que cela représente. Une fausse présence. Les personnes âgées dorment avec leur téléphone comme on dort avec une peluche, par peur de la solitude, de l'abandon, du silence. Mais ce silence, nous en avons besoin. Le corps l'exige, le cœur le réclame. Le cerveau ne se répare qu'en l'absence de stimulation. Je me souviens d'un patient, M. Robert, 68 ans. Il vivait à Vitry-sur-Seine, ancien instituteur, cultivé, drôle, lucide. Mais depuis qu'il avait perdu sa femme, il dormait mal. Il écoutait la radio jusqu'à 2 heures du matin, s'endormait avec le téléphone sonne sur l'oreiller. Un jour, il est venu me voir, confus, tremblant. Il n'arrivait plus à se souvenir du code de sa porte. J'ai fait une IRM, rien, juste un cerveau épuisé, en surcharge, privé de repos depuis des mois. Je l'ai supplié, éteignez tout, reprenez le noir, laissez la nuit redevenir nuit. 3 semaines plus tard, il m'a envoyé une carte. Il écrivait « Je rêve à nouveau. Je ris dans mes rêves. » Pourquoi je vous raconte cela? Parce que je vois autour de moi des milliers de personnes âgées et moins âgées sombrer lentement dans cette fatigue chronique, cette brume mentale, sans jamais soupçonner que le coupable est dans leurs mains, parfois même sous leur oreiller. Je ne suis pas alarmiste, je suis médecin. Et aujourd'hui retraité, je n'ai plus rien à vendre, sauf peut-être un peu de clarté, un peu de lucidité. Ce que je vous propose ce soir, ce n'est pas un remède miracle, ce n'est pas un médicament. C'est un geste, un choix, simple, mais vital. Éteignez votre téléphone, posez-le loin, ne le gardez pas contre vous comme un talisman. Il ne vous protège pas, il vous draine. Et je vais plus loin, créer une chambre de sommeil. Pas un salon numérique, enlevez les écrans, les lumières froides, les veilleuses bleues. Dormez dans l'obscurité, dans le silence. C'est dans ce vide apparent que le corps se régénère, que le cœur se repose, que le cerveau trie, reconstruit, protège. Depuis que j'ai changé cela dans ma propre vie, je me réveille plus léger, plus calme. J'ai retrouvé une clarté que je croyais perdue. C'est pas magique, c'est physiologique.
Alors si vous êtes là, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous demande une chose. Abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour flatter mon ego, mais parce que je m'engage à vous transmettre chaque semaine des vérités simples, puissantes, vitales, pour vous, pour vos proches, pour ceux que vous aimez et qui dorment déjà peut-être trop près de leur téléphone. Et maintenant, avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question. Elle est simple, mais elle pourrait bien tout changer. Selon vous, quel est le plus grand ennemi du sommeil profond chez les personnes âgées? A. Le bruit ambiant. B. Le téléphone posé près de la tête. Notez votre réponse dans les commentaires, A ou B. Et surtout, dites-moi pourquoi. Je vous lirai et je vous répondrai. À très vite pour la suite, car ce que je vais vous raconter ensuite pourrait vous sauver la vie. Je le suis resté dans l'âme, même après avoir quitté l'hôpital il y a plusieurs années. Ce qui m'a toujours fasciné dans mon métier, ce ne sont pas seulement les maladies visibles, les diagnostics évidents, les scanners et les bilans. Ce sont les événements qu'on croit anodins, ceux que personne ne prend au sérieux, ceux qui en une seconde bouleversent toute une vie. Je vais vous raconter une histoire. Elle commence par un geste que nous avons tous fait. Se réveiller au milieu de la nuit, sentir une pression dans le bas-ventre, se dire qu'il faut aller aux toilettes. Se lever. Et là, tout bascule. C'est un mardi matin, 6h15. Je recevais un appel d'urgence d'une patiente de longue date, Madame Evelyne, 91 ans. Elle avait glissé dans son couloir, entre sa chambre et la salle de bain. Fracture du col du fémur, hématome au visage, transportée par les pompiers, hospitalisation longue, rééducation douloureuse. Et derrière tout ça, une simple envie pressante dans la nuit. Un réveil un peu trop brusque, une pièce trop sombre, une main qui n'a rien trouvé à quoi se raccrocher. Ce n'est pas un cas isolé. En France, chaque année, plus de 2 millions de personnes âgées chutent à leur domicile. Et parmi elles, un quart ne s'en remet jamais vraiment. Une chute à notre âge n'est pas une simple glissade. C'est une rupture, parfois définitive. Je le sais, car moi aussi, j'ai failli y passer. Une nuit, il y a 4 ans, je me suis levé trop vite. J'étais encore à moitié endormi. Je n'avais pas allumé la lumière pour ne pas réveiller ma femme. En posant le pied au sol, j'ai senti mon monde vaciller. Une seconde plus tard, j'étais par terre. Contusion au coude. Rien de grave, heureusement. Mais un message clair de mon corps, tu n'as plus 20 ans. Le problème, c'est que personne ne nous prépare à cette réalité. On nous parle de tension artérielle, de cholestérol, de diabète. Mais qui vous parle de ce danger silencieux qu'est la verticalité nocturne? Ce moment précis où le corps passe de l'horizontalité du sommeil à l'action du lever. Il y a là un mécanisme délicat. Chez les jeunes, il fonctionne sans accroc. Mais chez les personnes âgées, il se grippe. Le sang reste dans les jambes. Le cerveau est mal irrigué. Résultat, vertige, vision trouble, perte d'équilibre et parfois chute. Il y a aussi la fatigue chronique, les muscles affaiblis, les troubles de la vue, les médicaments hypotenseurs. Tout cela crée un cocktail explosif. Et pourtant, la solution est là. Simple, accessible, prévisible. Je dis à mes patients, ne vous levez jamais d'un coup. Jamais. Restez allongé, prenez une profonde inspiration, bougez les doigts de pied, tournez la tête lentement, puis asseyez-vous au bord du lit. Restez là quelques secondes. Respirez. Attendez que votre cerveau se réveille, que vos jambes répondent. Et ensuite, seulement ensuite, mettez-vous debout. Certains me disent « Mais docteur, je n'ai pas le temps. Je dois y aller vite sinon je vais me faire dessus. » Je comprends. Vraiment. Mais il vaut mieux perdre 10 secondes que de passer les 10 prochaines années sur un fauteuil roulant. Je conseille aussi d'équiper la chambre, une lampe à détection de mouvement au sol, un tapis antidérapant, des barres d'appui près du lit et surtout des chaussons adaptés. Pas ces pantoufles glissantes qu'on trouve à bas prix. Non, de vraies chaussures d'intérieur, stables, fermées à l'arrière, avec semelles agrippantes. Un autre point crucial, l'hydratation. Beaucoup de chutes nocturnes sont dues à des réveils provoqués par des envies pressantes, parfois répétées dans la nuit. Il faut boire, bien sûr, mais surtout le faire au bon moment. Le matin, le midi, l'après-midi. Pas après 20 heures. Et systématiquement vider sa vessie avant d'aller se coucher. C'est une habitude à prendre. Un automatisme à créer. J'ai aussi vu des drames évités de justesse grâce à des bolsées de nuit installées dans la chambre. Certains y voient un aveu de faiblesse.
Moi, j'y vois un acte de sagesse. Il n'y a aucune honte à aménager son intérieur pour vivre plus longtemps. Aucun médecin ne vous jugera pour avoir anticipé l'imprévisible. Je me souviens de M. Henry, 95 ans, ancien ébéniste. Il avait aménagé lui-même une rampe en bois le long du mur de sa chambre menant jusqu'aux toilettes. Une vraie œuvre d'art, courbée à la main. Il m'a dit un jour en riant, « Cette rampe m'a sauvé plus de fois que ma canne. » Et il avait raison. Ce que j'essaie de vous dire, avec tout mon vécu, c'est que la nuit n'est pas seulement un temps de repos. C'est un territoire de vigilance. Ce n'est pas parce que le monde dort que votre corps, lui, est à l'abri. Le moindre faux mouvement, dans le noir, peut être une rupture, un point de bascule. Et cette bascule, je ne veux pas qu'elle vous arrive. Je veux que vous puissiez vous lever encore et encore, sans peur, sans vertige, sans chute, pour aller boire un verre d'eau, pour ouvrir la fenêtre, pour vivre. Je veux que vous ayez confiance en votre corps, mais surtout que vous l'aidiez, qu'il ne soit pas seul à lutter contre l'âge, la gravité et la nuit, car chaque chute évitée, c'est un morceau de liberté conservé. Et à notre âge, la liberté vaut tout l'or du monde. Voilà pourquoi je continue, à mon âge, à partager ces histoires, ces conseils, ces gestes simples. Parce que je sais qu'une seule phrase, entendue au bon moment, peut changer un destin. Et si vous êtes encore là, en train de m'écouter, c'est que vous savez que cela vous concerne. Alors faites-moi une promesse. Ce soir, en vous couchant, préparez votre réveil. Pas seulement pour l'heure, mais pour la sécurité, pour la vie. S'il y a une chose que j'ai apprise en plus de 40 ans de pratique, c'est que les corps ne mentent jamais. Ils peuvent se taire un moment, s'adapter, résister, endurer même des années de mauvais traitements silencieux. Mais un jour, ils parlent, parfois brutalement, parfois à travers une fatigue incompréhensible, un cœur qui bat trop vite sans raison, une mémoire qui fuit par fragments, et bien souvent la cause est là, cachée dans notre assiette. Ou dans une petite boîte de comprimés. On sous-estime, à notre âge, le pouvoir de ce que l'on avale le soir. Et je ne parle pas ici des aliments ultra transformés ou des plats industriels que l'on pointe du doigt à juste titre. Je parle de ces repas faits avec amour, souvent en famille, généreux, riches, copieux, de ces bûches à Noël, de ces plats en sauce les dimanches, de cette habitude, ancrée depuis toujours, de se faire plaisir le soir après une longue journée. C'est humain, c'est culturel, c'est affectif, mais c'est aussi dangereux si l'on ne comprend pas ce que notre corps demande réellement à la tombée du jour. J'ai vu des patients faire des malaises digestifs la nuit, d'autres se plaindre d'angoisse nocturne, de sueur froide, d'insomnie qu'aucun somnifère ne soulageait. Et bien souvent, l'origine se trouvait dans un dîner pris trop tard, trop gras, trop sucré ou simplement trop copieux. À 30 ans, le foie encaisse. À 70, il supplie. Le système digestif ralentit. Le métabolisme change. Et ce qui était jadis un plaisir devient un fardeau biologique. Un fardeau que le cœur, le foie, le pancréas tentent de porter, alors qu'ils devraient dormir. Je me souviens de Madame Denise, 66 ans, ancienne pâtissière. Elle aimait finir chaque repas du soir avec une petite douceur, un entremets, une crème, une tranche de tarte. Cela lui rappelait sa jeunesse. C'était son moment de bonheur. Jusqu'à ce qu'elle commence à souffrir de troubles du rythme cardiaque en pleine nuit. Elle se réveillait en sursaut, l'impression d'étouffer. Les examens montraient un cœur fatigué, des enzymes hépatiques perturbées. Rien de fatal, mais un corps clairement à bout. Je lui ai demandé de modifier une seule chose, ne plus consommer de desserts sucrés après 19 heures. 3 semaines plus tard, elle dormait à nouveau. Et elle m'a dit, émue, « Je croyais que c'était l'âge, c'était juste une habitude. » Mais il y a plus insidieux encore, les médicaments. Je n'ai jamais été contre les traitements, évidemment, j'en ai prescrit des milliers. Mais j'ai toujours su que les médicaments devaient être une aide, jamais une béquille permanente. Et parmi ceux que je crains le plus pour mes patients âgés, les somnifères. Ces petites pilules blanches qu'on prend le soir en pensant qu'elles nous donneront enfin le sommeil qu'on attend. Elles fonctionnent, oui, du moins en apparence. On s'endort. Mais ce sommeil n'est pas profond. Il est artificiel, dissocié des cycles naturels. Il empêche les rêves réparateurs. Il ralentit la respiration. Il fait parfois chuter la pression artérielle à un niveau critique.
J'ai eu des patients qui ne se sont jamais réveillés après une dose pourtant prescrite. D'autres sont tombés dans la nuit, hébétés, désorientés, incapables de comprendre où ils étaient. Le matin, ils avaient oublié qu'ils avaient pris un comprimé. Il y a quelques années, j'ai accompagné M. Armand, 69 ans, veuf, insomniaque depuis la mort de sa femme. Il avait commencé avec un demi-comprimé de zolpidem, puis un entier, puis deux, chaque soir. Sa fille l'a retrouvé un matin assis dans son fauteuil, les yeux ouverts, mais absent. Il n'avait pas bougé depuis des heures. Hospitalisé d'urgence, il présentait des signes de bradycardie sévère et une saturation en oxygène dangereusement basse. Les médecins ont parlé de surmédication chronique silencieuse. Moi, j'ai vu un homme que l'on avait endormi sans jamais le réveiller. C'est pour cela que je parle, que j'alerte, parce qu'il y a d'autres voies, d'autres manières de retrouver un vrai sommeil, pas celui du silence chimique, mais celui du corps apaisé. Personnellement, j'ai appris à redonner au dîner son rôle originel, une transition douce vers la nuit. Je mange léger, une soupe de légumes, un peu de pain complet, un yaourt nature. Pas de vin, pas de viande rouge, pas de fromage lourd. Et je m'accorde parfois une tisane, verveine, camomille, tilleul. Des plantes simples, efficaces, qui parlent au corps comme on parle à un vieil ami. Je me couche sans avoir l'estomac plein. Je laisse à mon foie le droit de se reposer, et à mon cœur, celui de battre lentement. Je recommande souvent à mes anciens patients de pratiquer un petit rituel respiratoire. Inspirer 4 secondes, retenir 7, expirer 8, 10 fois. Cela apaise le système nerveux, cela remplace 1000 cachets, cela rend la nuit plus lente, plus fluide, plus vraie. Je ne prétends pas que c'est facile. Ce n'est pas dans notre culture de dîner frugalement. C'est pas instinctif de renoncer à ce petit verre de vin, à ce morceau de fromage, à ce carré de chocolat. Mais le corps, lui, sait, et il réclame qu'on l'écoute. Dormir profondément après 70 ans n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. C'est ce qui conditionne notre immunité, notre humeur, notre équilibre. Et cette qualité de sommeil commence dans l'assiette. Je vous en prie ce soir, ne vous empoisonnez pas avec amour. Ne confondez pas réconfort et surcharge. Mangez pour vivre et dormez pour renaître. C'est cela, vieillir intelligemment. Cela fait plus de 40 ans que j'observe, que j'écoute, que je soigne. Avec le temps, j'ai compris que certaines maladies ne crient pas, ne saignent pas, ne brûlent pas. Elles avancent dans l'ombre, lentement, silencieusement. Et parmi elles, il en est une qui m'inquiète plus que beaucoup d'autres. L'apnée du sommeil, parce qu'elle ne fait pas mal, parce qu'elle ne réveille pas toujours, parce qu'elle peut tuer sans prévenir. Pendant des années, même dans ma pratique hospitalière, je dois l'avouer, j'ai sous-estimé ce trouble. Je croyais que les ronflements étaient un désagrément conjugal, une gêne pour le conjoint, une anecdote de nuit. Mais un jour, un patient, que j'avais suivi depuis sa retraite, est mort dans son sommeil. Aucune alerte, aucun antécédent majeur. Il était en bonne santé apparente. C'est son fils, inquiet de ne pas le voir se lever, qui l'a retrouvé. Les examens post-mortem ont parlé. Arrêt cardiaque survenu pendant une phase d'apnée prolongée. Ce jour-là, j'ai changé de regard. Depuis, je fais attention aux signes. Je pose des questions. Je creuse, même si cela dérange. Dormez-vous avec la bouche ouverte? Vous réveillez-vous en sursaut, le cœur battant fort? Avez-vous la gorge sèche au réveil, des maux de tête matinaux, une fatigue qui ne passe pas malgré 8 heures de sommeil? Ou encore plus subtil, vous endormez-vous en lisant, devant la télé, en pleine conversation? Vous sentez-vous irritable, moins concentré, plus vulnérable émotionnellement? Tous ces indices, je les prends au sérieux, car ils trahissent un cerveau qui manque d'oxygène nuit après nuit. L'apnée obstructive du sommeil, ce qu'on appelle le syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil, touche une proportion alarmante de personnes âgées. Et le pire, c'est que plus de 80% d'entre elles ignorent qu'elles en sont atteintes, car on ne se voit pas dormir. Et dans notre culture, le ronflement est presque devenu une blague. Il est pourtant un cri d'alerte, un avertissement. Lorsque nous dormons, nos muscles se relâchent. C'est normal. Mais chez certains, les tissus mous de la gorge s'affaissent trop. Ils bloquent le passage de l'air. Quelques secondes, parfois plus. Et là, le corps se débat. Le cœur accélère, tente de compenser. Le cerveau se réveille en panique, même si vous n'en avez pas conscience. Ce cycle peut se répéter des dizaines de fois par heure.
Imaginez une nuit entière passée ainsi, et puis 10 nuits, puis 100, puis des années. J'ai vu des cerveaux vieillir prématurément à cause de ce manque d'oxygène répété, des mémoires s'effacer plus vite que prévu, des personnalités changer, des personnes s'éteindre lentement sans qu'on puisse expliquer pourquoi. L'apnée détruit par petites doses. C'est un poison nocturne. Je me souviens d'un homme, Monsieur Philippe, 72 ans, ancien chauffeur routier. Il venait me consulter pour des pertes de mémoire. Il pensait être en début d'Alzheimer. Mais plus je l'écoutais, plus je doutais. Il n'était pas confus, il était épuisé. Sa femme m'a confié qu'il ronflait toute la nuit, avec des pauses inquiétantes. Nous avons fait une polysomnographie, un enregistrement complet de son sommeil à l'hôpital. Résultat, 42 arrêts respiratoires par heure. Oui, vous avez bien lu, près d'un toutes les 90 secondes. Nous lui avons prescrit un appareil à pression positive continue, ce qu'on appelle un CPAP, une machine simple, discrète, qui maintient les voies aériennes ouvertes pendant la nuit. Au bout de 2 semaines, il m'a téléphoné. Il pleurait. Il m'a dit « Docteur, je revis. Je pensais que j'étais vieux. J'étais juste asphyxié. » Ce témoignage, je l'ai entendu des dizaines de fois. C'est pourquoi je veux aujourd'hui insister. Ne laissez pas la fatigue s'installer comme une évidence. Ne normalisez pas vos réveils sans énergie. N'acceptez pas l'oubli, l'irritabilité, le sommeil haché comme étant l'âge. Ce n'est pas l'âge. C'est peut-être un cri étouffé dans la nuit. Il existe aussi des solutions plus douces. Dormir sur le côté gauche, par exemple, améliore la respiration nocturne. Surélever légèrement le haut du lit. Perdre quelques kilos. Éviter l'alcool le soir. Libérer les voies nasales. Et surtout, consulter dès qu'un doute s'installe. Je sais que porter un masque la nuit peut faire peur, que faire une nuit d'enregistrement du sommeil semble contraignant. Mais que vaut une nuit face à 10 ans de santé volée, à une vie qu'on retrouve? Je vous le dis avec la voix d'un homme qui a vu trop de visages s'éteindre. Le sommeil, ce n'est pas du repos. C'est une bataille, et il faut la mener avec les bonnes armes. J'aimerais que dans chaque maison où vit une personne de plus de 65 ans, on se pose la question suivante. Comment dors-tu vraiment? Pas combien d'heures. Pas à quelle heure tu te couches? Non. Comment dors-tu? Te sens-tu régénéré ou au contraire épuisé? Ronfles-tu? Suffoques-tu? Oublies-tu? Si la réponse vous trouble, alors c'est qu'il est temps d'agir. Il n'est jamais trop tard pour mieux respirer. Jamais trop tard pour mieux dormir. Et surtout, jamais trop tard pour vivre vraiment. Après toute une vie consacrée à la santé des autres, j'en suis arrivé à cette conviction étrange et puissante. La chambre à coucher est une pièce médicale. Ce n'est pas qu'un lieu de repos ou d'intimité. C'est l'espace où tout se joue. Là où le corps répare, là où le cœur ralentit, là où le cerveau trie l'essentiel de l'accessoire. Mais pour cela, encore faut-il que les conditions le permettent. Et trop souvent, elles ne le permettent pas. J'ai visité des centaines de logements de patients, en ville comme à la campagne. J'ai vu des chambres impeccables, propres, rangées. Pourtant, toutes ne permettaient pas de dormir véritablement. Car il ne suffit pas que le lit soit là, que les volets soient fermés, que les draps sentent bon. Il faut que l'environnement de sommeil soit pensé, adapté, respecté. Et l'un des éléments les plus négligés, c'est la température. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'on peut tout réguler. Le chauffage, la climatisation, l'éclairage, l'humidité. Et pourtant, beaucoup dorment mal. Parce que ce pouvoir de contrôle, nous l'utilisons souvent à contresens. Par peur du froid, nous surchauffons les pièces. Par peur de l'air, nous calfeutrons les fenêtres. Par habitude, nous dormons avec des couvertures lourdes, des pyjamas épais, des couettes doublées. Et nous oublions que le sommeil est un phénomène thermique autant que neurologique. Le corps, pour plonger dans un sommeil profond, a besoin de se refroidir légèrement. C'est une réalité physiologique. La température corporelle doit diminuer d'environ 1 degré pour permettre l'entrée dans les phases réparatrices du sommeil. Si la chambre est trop chaude, si l'air est confiné, si l'humidité est mal équilibrée, alors ce processus est perturbé. Le cœur bat plus vite, la respiration devient moins régulière. Le sommeil reste superficiel. Je me souviens de M. Alain, 80 ans, ancien ingénieur, très méticuleux. Il dormait dans une chambre à 27 degrés, avec 2 radiateurs, une couette en laine et un pyjama en flanelle.
Il se réveillait chaque matin en sueur, avec des palpitations. Il pensait faire des cauchemars. En réalité, son corps luttait toute la nuit pour se refroidir. Nous avons réduit la température à 22 degrés, installé un petit humidificateur, allégé sa literie. En 2 semaines, ses réveils étaient plus sereins. Il m'a dit « J'ai l'impression que mon cœur dort enfin avec moi ». Ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de personnes âgées souffrent sans le savoir de troubles liés à une mauvaise régulation thermique nocturne. L'hypertension nocturne, les sueurs froides, les réveils soudains, les migraines matinales, tout cela peut être lié à une chambre trop chaude, trop sèche ou trop fermée. À l'inverse, une chambre trop froide, mal isolée, peut générer d'autres problèmes. Crispation musculaire, douleurs articulaires, frissons empêchant l'endormissement. Le but n'est donc pas de créer une glacière, mais d'atteindre ce qu'on appelle la zone de neutralité thermique, généralement située entre 18 et 22 degrés pour le sommeil. Je recommande à tous mes patients de s'équiper d'un thermomètre intérieur, de surveiller l'humidité qui doit se situer entre 40 et 60, de ne pas hésiter à aérer leur chambre chaque jour, même en hiver, pendant quelques minutes. L'air frais, même s'il surprend, est un allié du sommeil. Il renouvelle, il oxygène, il apaise. Il faut également choisir une literie adaptée. Une couette trop lourde peut provoquer une pression sur la cage thoracique, nuire à la respiration, favoriser les micro-réveils. Une housse de couette synthétique peut retenir la chaleur et l'humidité. Privilégiez les matières naturelles, respirantes. Le coton, le lin, la laine légère. Évitez les draps trop serrés, les oreillers trop hauts, les pyjamas qui collent à la peau. Et surtout, laissez votre chambre redevenir un lieu de nuit. Éteignez les sources de chaleur inutiles. Évitez de laisser tourner les chauffages à pleine puissance toute la nuit. Si vous utilisez une couverture chauffante, ne la gardez pas active pendant votre sommeil. Ce petit confort peut avoir un coût élevé sur la qualité de votre repos. Je me souviens de Madame Berthe, soit 67 ans, qui vivait seule dans une résidence de banlieue parisienne. Elle s'endormait chaque soir avec un petit radiateur soufflant au pied de son lit. Une nuit, elle a eu un malaise. Non pas à cause d'une panne cardiaque ou d'un accident vasculaire, mais d'une déshydratation aiguë due à la chaleur excessive et à l'air sec. Une situation évitable, mais qui aurait pu être tragique. Il faut comprendre que le sommeil, surtout à un âge avancé, n'est pas un automatisme. C'est un état fragile qui dépend d'un grand nombre de facteurs: lumière, bruit, stress, digestion, température. Et chacun de ces éléments doit être respecté comme une condition non négociable de la santé. J'aimerais que chacun d'entre vous ce soir entre dans sa chambre avec un regard neuf. Que vous vous demandiez: est-ce que cet espace m'aide à me reposer? Est-ce que mon corps peut s'y apaiser, s'y refroidir, s'y reconstruire? Ou est-ce que je dors dans une pièce qui lutte contre moi? Le sommeil ne commence pas avec la fermeture des yeux. Il commence bien avant, avec l'air qu'on respire, avec la douceur du tissu, avec la température qui baisse lentement, avec l'absence d'agression sensorielle. C'est dans ces détails que se cache la paix nocturne. Je vous le dis avec tout mon cœur, toute mon expérience, toute ma bienveillance. Votre chambre peut devenir votre meilleure médecine, ou votre piège silencieux, à vous de choisir. Ce que je souhaite, c'est que chaque nuit soit pour vous une parenthèse de soins, un acte de respect envers ce corps qui vous a porté si loin, et qui mérite enfin de dormir en paix. Je suis médecin et aujourd'hui retraité. Je vous parle non pas depuis un cabinet ou une salle de consultation, mais depuis mon cœur. Car ce que je vous ai partagé dans ces dernières minutes ne vient pas d'un manuel ni d'un congrès médical. Cela vient de la vie, de ce que j'ai vu, entendu, vécu, des patients que j'ai accompagnés pendant 40 ans, des nuits que j'ai passées à réfléchir à ce qu'on aurait pu faire autrement, à ce qu'on n'a pas osé dire, à ce qu'on a trop tardé à comprendre. Vieillir n'est pas une maladie, c'est un processus. Mais ce processus, s'il est ignoré, nié ou traité à la légère, peut devenir une souffrance. Ce que j'ai tenté de vous montrer, c'est que de petites décisions, presque invisibles, peuvent créer de grandes différences. Ne pas poser le téléphone près de son oreiller. Alléger le repas du soir. Respirer avant de se lever. Éteindre les lumières inutiles. Surveiller la température de sa chambre. Écouter son souffle. Observer son sommeil
comme on observerait une flamme fragile. Nous avons tendance à croire que ce sont les médicaments qui nous sauvent, les opérations, les bilans, mais parfois ce sont les gestes les plus simples, les plus humains, les plus doux qui font toute la différence. Ce sont ces gestes que j'aurais aimé qu'on enseigne davantage. Ce sont ces réflexes-là que je vous transmets humblement dans cette vidéo. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il ne s'agit pas de devenir obsédé par la santé, il s'agit d'aimer la vie assez fort pour vouloir s'en occuper, même à 70 ans, même à 80, surtout à 90. Car chaque jour où l'on se sent bien, chaque nuit où l'on dort sereinement, c'est une victoire silencieuse. Et cela, personne ne peut vous l'offrir à votre place. C'est vous, chez vous, dans votre lit, avec votre respiration, votre écoute, votre attention, qui pouvez en être l'acteur. Je le dis avec toute ma sincérité, la vieillesse n'est pas la fin. C'est un art, un chemin. Et plus que jamais, elle mérite d'être vécue avec intelligence, tendresse et lucidité. Ce que j'essaie de faire ici avec mes mots, c'est de vous tendre la main. Non pas comme un professeur, mais comme un compagnon de route. J'ai peut-être quelques années d'avance sur vous. Alors, laissez-moi vous éclairer un peu le sentier. Leçon à retenir. Ce ne sont pas les grandes révolutions qui protègent notre santé à long terme, mais les petites habitudes, accumulées avec constance, patience et respect pour notre propre corps. Apprenez à écouter vos sensations, à respecter vos limites, à aménager votre quotidien non par peur de tomber malade, mais par amour pour vous-même. La vraie médecine commence dans la conscience de ce que l'on vit chaque jour. Et maintenant, j'aimerais vous poser une petite question toute simple. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer en priorité dans vos nuits? La qualité de votre sommeil? L'ambiance de votre chambre à coucher? Indiquez simplement un ou deux dans les commentaires ci-dessous et si vous le souhaitez, ajoutez un petit mot pour partager votre expérience. Cela pourrait inspirer d'autres personnes à réfléchir, à changer, à mieux vivre. Et si ce que je vous ai partagé vous a parlé, vous a touché, je vous invite avec beaucoup d'humilité à vous abonner à cette chaîne pour m'encourager à continuer, pour me montrer que ces paroles ont un sens. Et si vous le pouvez, même un tout petit don, peu importe la somme, peut faire une immense différence. Je suis âgé, oui, mais je suis encore debout. Et tant que vous serez là pour écouter, je continuerai à parler. Merci de votre confiance, de votre attention et surtout de votre bienveillance.